Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde. Aujourd'hui, on commence par les titres de cette édition. Les efforts se multiplient pour résoudre la crise en Libye. Ses voisins se sont retrouvés ce jeudi à Alger. Objectif, favoriser le règlement par la voie diplomatique de ce conflit qui menace la paix dans la région. Une loi instituant des volontaires pour la défense de la patrie. Votée cette semaine au Burkina Faso, elle devrait permettre à ceux qui le souhaitent de joindre leurs efforts à ceux des forces armées dans la lutte contre le terrorisme. Une cinquantaine de dirigeants du monde se sont retrouvés ce jeudi à Jérusalem pour le Forum mondial de l'Holocauste, une rencontre qui marque le 75e anniversaire de la libération par les Alliés du camp de concentration d'Auschwitz. Bonsoir. Les 5 pays voisins de la Libye se sont retrouvés jeudi matin à Alger dans le cadre des efforts internationaux visant à favoriser le règlement par la voie diplomatique de la crise en Libye. Ce pays est divisé entre deux rivaux, Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement d'union à Tripoli reconnu par l'ONU, et son rival Khalifa Haftar qui contrôle l'Est libyen. Les deux avaient refusé de se rencontrer à Berlin et ils ne participent pas non plus à la réunion d'Alger. Plus de détails avec Blanche Sano. Cette rencontre régionale à l'initiative de l'Algérie intervient après l'échec de la conférence internationale de Berlin. Pour sa part, Alger veut adopter la diplomatie dans la résolution du conflit. Nous nous sommes mis d'accord sur de nombreux principes. La seule voie de sortie de la crise libyenne est une solution pacifique, l'usage de la diplomatie, mais surtout trouver une solution libyenne avec le soutien de la communauté internationale. La réunion de Berlin n'a pas réussi à ramener le général Khalifa Haftar et Fayez al-Sarraj à la même table. Les participants au sommet se sont engagés à stopper toute ingérence dans le conflit et à respecter l'embargo sur les armes imposé par l'ONU. Cette promesse est insuffisante pour Alger. Nous ne voulons pas d'ingérence étrangère, au contraire. Je pense que les interventions extérieures ont compliqué la crise en Libye. Cela est clair pour quiconque qui écoute. Le nouveau président algérien Abdelmadjid Tebboune a proposé d'accueillir un dialogue entre toutes les parties libyennes. Puis il a ajouté que la paix en Libye est synonyme de paix en Algérie et en Afrique. Une médiation est donc en marche. Quand nous disons la paix en Libye, cela signifie la réunification entre les parties sans la violence. Cela ne s'adresse pas à ceux qui prônent la violence, bien sûr. Je pense et j'ai la conviction qu'il y a de la bonne volonté de tous les côtés, comme l'ont mentionné tous les pays voisins. Toutefois, les conséquences de cet engagement sur le terrain restent incertaines, car pour l'heure, la situation reste tendue en Libye. Mitiga, le seul aéroport fonctionnel de Tripoli, a fermé de nouveau mercredi soir après des menaces des forces pro-Haftar. Au moins 6 soldats maliens ont été tués et plusieurs autres blessés dans la nuit de mercredi à jeudi lors de l'attaque de leur poste par des hommes armés non identifiés à Diongane, dans le centre du pays, près de la frontière avec le Burkina Faso. C'est ce qu'ont annoncé les FAMA, les forces armées maliennes. Ajoutons à propos du Mali que la force française Barkhane a mis hors de combat plus d'une trentaine de djihadistes dans le centre du pays ces 2 dernières semaines. Et 5 autres ont été tués dimanche dans une frappe de drone non loin de la frontière nigérienne. C'est du moins ce qu'annonce ce jeudi l'état-major français. Au Burkina Faso, 3 jours après ces attaques d'un groupe terroriste qui ont fait au moins 36 morts dans 2 villages de la commune de Bar-Salgo, notamment à Alamou et Nagraogo, dans la région du centre-nord. Les langues se délient et je vous propose de suivre ces quelques témoignages des survivants. J'étais en train de quitter Nagraogo pour aller à Kaya et je les ai croisés. Ils étaient 6. J'ai voulu rentrer dans un trou sur la route, mais ils sont apparus devant moi au milieu de la route et ils se sont arrêtés devant moi. L'un d'entre eux est venu vers moi et j'ai eu peur, donc je me suis retourné pour fuir. C'est quand j'ai
C'est quand j'ai fait demi-tour qu'ils ont commencé à tirer sur moi et j'ai continué. D'autres sont arrivés devant moi pour me barrer la route. J'ai foncé et je ne me suis pas arrêté pendant qu'ils tiraient. Une balle a percé mon casque. On était au marché en train de travailler, je suis mécanicien, et j'ai entendu dire que des personnes sont arrivées et qu'elles ont encerclé les voies d'accès au marché. À ce moment-là, on s'est mis à courir. J'ai pu m'échapper, mais j'ai des proches qui sont restés. Ils sont venus à moto. La moitié partait d'un côté et l'autre de l'autre côté. Ils étaient masqués et ils roulaient vite en tirant. C'est quand ils ont fini de tuer les gens qu'ils ont brûlé le marché. Mais je m'étais déjà enfui en courant. De Nagraogo à Barsalogo, ça fait 15 km. J'ai fui à pied jusqu'à Barsalogo et là-bas, je suis monté dans un véhicule. Je n'ai même pas payé le transport. Ils m'ont emmené ici. À la suite de ces attaques, l'Assemblée nationale du Burkina Faso a adopté mardi une loi instituant des volontaires pour la défense de la patrie. À l'unanimité, les 122 députés votants ont dit oui à cette loi qui permettra à tout citoyen de se porter volontaire pour mener aux côtés des forces de défense la lutte contre les terroristes. De la capitale burkinabé, notre correspondant Kader Traoré. Abstention. Pour. L'article 12 est adopté à l'unanimité. C'est par ce vote que les parlementaires burkinabés ont adopté à l'unanimité la loi portant autorisation de recrutement de volontaires au sein des populations civiles pour participer à la défense de la patrie. Il y a 2 mois, cette idée avait été émise par le président Roch-Marc Kaboré suite à l'attaque d'un convoi de la mine d'or de la société Semafo. Ce projet de loi a recueilli l'aval des 122 députés votants du jour. Comme vous avez pu le suivre vous-même, cette loi a été votée à l'unanimité du Parlement. Donc, ce qui est rare, parce qu'il n'y a eu ni abstention, ni de vote contre. Ce qui traduit que la représentation nationale a fait corps avec l'appel lancé par le chef de l'État le 7 novembre 2019. Que ce soit l'opposition politique burkinabé ou les députés de la majorité présidentielle, tous ont reconnu le bien fondé de cette loi, même s'ils ont émis quelques interrogations. Est-ce que le gouvernement peut réellement nous assurer que ce programme de volontariat répond réellement à un déficit constaté au niveau de nos FDS? Question numéro 29. On demande dans quelles conditions et circonstances le volontaire pour la défense de la patrie peut être amené à porter une arme. Et la réponse nous dit que le volontaire peut être amené à porter une arme en cas de menace imminente contre la sécurité du village. Je crois savoir que déjà, partout où on recrute les volontaires, ça veut dire que la menace est présente. Beaucoup de citoyens burkinabés se posaient la question de savoir comment serait traduite en acte cette décision du chef de l'État prise il y a 2 mois. Désormais, les contours de cet enrôlement libre et volontaire sont fixés. Isabel dos Santos a été formellement accusée de fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent par la justice angolaise. Luanda promet de tout faire pour la ramener au pays et la juger. La fille de l'ex-président angolais devra également répondre, selon le procureur général, d'accusations de trafic d'influence, abus de biens sociaux et faux en écriture durant son mandat à la tête de la Sonangol, la compagnie pétrolière nationale qu'elle a dirigée pendant 18 mois. Elle a aussi été à la tête d'autres compagnies publiques et a acquis des participations dans d'autres groupes, y compris bancaires au Portugal. Le Portugal, où la police a annoncé la mort vraisemblablement par suicide d'un gestionnaire des comptes d'Isabel dos Santos. Les démocrates du Congrès ont accusé le président Donald Trump mercredi d'avoir conçu un stratagème corrompu pour inciter l'Ukraine à enquêter sur l'ancien vice-président Joe Biden, son potentiel rival aux élections de 2020.
Au premier jour des plaidoiries devant les 100 sénateurs, Adam Schiff, le chef des procureurs démocrates, a déclaré que le vote sur les actes d'accusation déciderait de la position de l'Amérique dans le monde. On fait le point avec Lionel Gaïma. Les procureurs démocrates, après une cérémonie solennelle et d'âpres batailles de procédure au Sénat, ont commencé leur plaidoirie contre le président Trump. Le président Trump a bloqué des centaines de millions de dollars d'aide militaire à un partenaire stratégique en guerre avec la Russie pour obtenir de l'aide étrangère pour sa réélection. En d'autres termes, pour tricher. De cette façon, il a utilisé les pouvoirs officiels de l'État à des fins personnelles contre un adversaire politique pour se donner l'avantage dans une élection démocratique. Les démocrates affirment qu'ils ont plus de preuves, mais n'ont pas réussi à forcer Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine, à appeler des témoins. La toute première chose que les Américains ont vue lorsqu'ils ont entendu parler du procès du président Trump a été que les sénateurs républicains ont voté contre la tenue d'un procès équitable, avec des preuves pertinentes. Ce procès commence avec un nuage au-dessus de nos têtes, un nuage d'injustice. McConnell a déclaré qu'aucune décision sur les témoins ne serait prise avant la fin de plaidoirie. Une première longue journée n'a pas fait changer les avis. La principale dynamique qui va changer est ce qui se passera lorsque le président aura plaidé sa cause. Bien sûr, nous n'avons pas encore entendu sa version et ça va changer la donne. Les avocats de la Maison-Blanche vont commencer leur défense samedi. Déjà, les alliés du président accusent les démocrates d'utiliser ce procès à des fins politiques. Dès que ça concerne Donald Trump, ils sont prêts à détruire l'institution de la Maison-Blanche rien que pour l'avoir. Une bataille sur d'éventuels témoins est déjà engagée. Si McConnell ne change pas d'avis ou si un accord n'est pas trouvé, cela risque de devenir le premier procès sans témoins au Sénat américain. Une cinquantaine de dirigeants mondiaux, dont le vice-président américain Mike Pence, participent au Forum mondial de l'Holocauste à Jérusalem pour marquer le 75e anniversaire de la libération par les Alliés du camp de concentration d'Auschwitz à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Plus d'1 million de personnes, pour la plupart juives, sont mortes dans ce camp en Pologne occupé par l'Allemagne nazie. Les organisateurs du rassemblement au mémorial de l'Holocauste Yad Vashem espèrent que la conférence apportera une nouvelle détermination à lutter contre l'antisémitisme dans le monde. C'est un reportage de Linda Granstein à Jérusalem. Le récit est de Nathalie Barge. Parmi les dirigeants présents à Jérusalem figure notamment le président russe Vladimir Poutine, son homologue français Emmanuel Macron, le vice-président américain Mike Pence et le prince Charles. Dans la vieille ville, habituée à la tension, le défi sécuritaire est énorme. En fait, la majorité de la zone de Jérusalem, avec l'accent mis sur Yad Vashem, sera verrouillée. Le périmètre sera fermé à 360 degrés avec les services de sécurité et des agents d'infiltration qui travailleront afin d'empêcher tout incident majeur de se produire dans la zone. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël n'oubliera jamais les leçons de l'Holocauste et a attiré l'attention sur ce qu'il considère comme une menace potentielle de l'Iran. Je pense que la leçon d'Auschwitz est celle-ci. Arrêter les mauvaises choses quand elles sont petites. Et l'Iran est une très mauvaise chose. Ce n'est pas si petit, mais cela pourrait devenir beaucoup plus gros avec des armes nucléaires. Et deuxièmement, comprendre que les Juifs ne seront plus jamais sans défense face à ceux qui veulent les détruire. L'État d'Israël est né après les leçons de l'Holocauste en Europe. Les Israéliens espèrent que cette réunion servira non seulement de rappel, mais aussi de catalyseur de changement de politique internationale. La vague croissante d'antisémitisme est alarmante. En France, le nombre de crimes anti-juifs a augmenté de 74% l'année dernière. Les États-Unis ont également connu une forte augmentation des attaques antisémites. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Tell 'em, say you there. Tell your neighbor, tell 'em, say you there. Tell 'em, say you there. This message na for the bad model of them. Do they sit down? Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie de votre journal. Tous les médias en parlent. Un virus mystérieux apparu en Chine préoccupe tant les autorités sanitaires que le public. Mais c'est quoi le coronavirus? Explication dans un instant. Également dans cette seconde partie du journal, le calvaire des hôpitaux libyens face à la guerre entre Tripoli et les forces de l'Est. Quand le basket nord-américain fait courir les Français, Milwaukee et Charlotte, deux équipes de la NBA, s'affrontent demain à Paris. La Chine a confiné aujourd'hui des millions d'habitants dans 3 grandes villes, y compris la métropole de Wuhan, d'où est parti un nouveau virus qui a commencé à se répandre dans le monde et mobilise les autorités sanitaires internationales. Ce virus a fait au moins 17 morts en Chine et contaminé des centaines de personnes. Un malade a aussi été identifié aux États-Unis. Mais à l'heure actuelle, que sait-on à propos de ce virus? Quelques éléments de réponse dans le reportage de Carole Pearson. Le récit est signé Jacques Aristide. La peur d'une propagation de ce nouveau virus a incité nombre de pays à prendre des mesures de précaution. Les passagers en provenance de Chine sont ainsi soumis à un contrôle rigoureux dans plusieurs aéroports du monde afin de détecter les symptômes d'infection tels que la fièvre et la toux. Le virus serait un nouveau type de la famille des coronavirus, du latin virus à couronne. Les coronavirus peuvent provoquer des maladies bénignes chez l'humain, comme un rhume, mais aussi d'autres plus graves, comme le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, et comme l'épidémie de MERS, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Le MERS, ça provenait probablement de chauves-souris, mais il est maintenant endémique chez les chameaux partout au Moyen-Orient et se propage de chameau à l'humain. Tous ces coronavirus émergents ont un hôte intermédiaire qui fait que la maladie devient transmissible à l'homme. L'actuel virus a été repéré en décembre dernier chez des malades travaillant dans un marché de poissons à Huyan, ville chinoise de 11 millions d'habitants. Un tel virus peut se répandre via des gouttelettes dans l'air, lors d'éternuements ou de quintes de toux. Pour le chercheur Freeman, il est plus facile d'attraper un coronavirus que de contracter Ebola, qui lui se propage par les fluides corporels. Pour l'heure, impossible de dire si une couche de la population est plus vulnérable qu'une autre, mais l'âge a ses inconvénients. Dans les cas plus graves, l'infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et même la mort. Si vous contractez une infection bactérienne secondaire, vous pouvez avoir recours aux antibiotiques. Pour les problèmes respiratoires, il y a le respirateur artificiel. Mais il n'existe aucun traitement spécifique et efficace pour le nouveau coronavirus. Des scientifiques du monde entier l'étudient. Ce que nous devons savoir ensuite, c'est d'où vient le virus. Et puis, nous devons voir comment il provoque la maladie. Nous pourrons alors établir un diagnostic afin de mieux savoir comment il se propage. En attendant, il est notamment recommandé de se laver régulièrement les mains et de se couvrir la bouche et le nez avec le coude ou un mouchoir en cas de toux et d'éternuement. Enfin, si vous pensez avoir contracté le virus, il faut voir un médecin. Préoccupation sanitaire également en Libye, à Al-Qadra, l'un des plus grands hôpitaux de Tripoli, la capitale libyenne, où 33 blessés ont été soignés en une nuit après l'attaque du 4 janvier.
Le centre hospitalier a aussi reçu la même nuit 30 morts, dépassés par la pression de plus de 9 mois de combats meurtriers à leur porte. C'est désormais l'ensemble des structures hospitalières publiques de Tripoli qui sont dans l'incapacité de répondre aux besoins des plus de 2 millions d'habitants. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. Nous sommes à l'hôpital Al-Qadra de Tripoli. Ici, l'épisode meurtrier du 4 janvier n'est plus une exception, mais la norme pour une infrastructure débordée au quotidien par le défilé lugubre des blessés et malades. Nous n'avons pas repris notre souffle depuis 2011, car nous traversons une période de guerre. La situation ne va pas dans la bonne direction. L'hôpital Al-Qadra accueille un grand nombre de cas, en moyenne 400 à 500. Par exemple, l'année dernière, nous avons traité 1/4 million de patients, parmi eux des adultes et des enfants. Selon ces agents de santé, Al-Qadra fonctionne au double de ses capacités. Nous avons traité plus de 570 cas en 2 mois. Cela ne s'est jamais produit dans le monde. Il est quasiment impossible d'obtenir un rendez-vous ici avec un médecin ou même un infirmier. L'établissement manque de personnel. Par contre, l'afflux des patients n'est pas ce qui manque à Al-Qadra. La salle d'urgence est devenue la façade de l'hôpital. Lorsqu'il a ouvert, il accueillait 300 cas par jour, en moyenne pendant 24 heures. Et maintenant, nous avons atteint 3000 cas par jour. La Libye, qui a sombré dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, compte quelques 100 établissements hospitaliers publics répartis dans les principales villes. Mais les plus importants sont à Tripoli. Depuis avril dernier, le personnel hospitalier n'a point de répit puisque les conflits armés ne s'arrêtent pas. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a averti que l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie sont confrontés à des essaims de criquets pèlerins d'une taille et d'un potentiel destructeur sans précédent. Détruisant des centaines de milliers d'acres de culture, l'épidémie a un impact sur l'insécurité alimentaire de la région. À titre d'exemple, une colonie de ces petites bêtes voraces consomme en 24 heures la même quantité de nourriture que près de 35 000 personnes. L'Agence des Nations Unies a appelé à une campagne collective pour faire face à la crise. Et sans le contrôle, le nombre d'insectes dévorateurs, dévoreurs autant pour moi de culture, pourrait alors être multiplié par 500. C'est maintenant le moment de faire un tour d'horizon de l'actualité sportive et c'est avec Yacouba Ouedraogo. On commence, Yacouba, par le basket. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, c'est la grande attraction de l'année en basketball qui va se dérouler à Paris-Bercy demain. Un match de NBA, mais pas un match amical ou de gala. Un match de championnat délocalisé qui opposera les Milwaukee Bucks aux Charlotte Hornets. C'est la première fois qu'une rencontre de NBA est organisée en France et elle a suscité un énorme engouement. Plus de 100 000 demandes de billets pour 16 000 places disponibles. Les fans veulent côtoyer leurs stars comme le phénomène grec d'origine nigériane, Giannis Antetokounmpo du côté de Milwaukee ou encore le Frenchie Nicolas Batum de Charlotte. C'est vrai que particulier, c'est un moment quand même assez émouvant dans une carrière. En tant que joueur non américain, de faire un match NBA dans son propre pays, c'est quand même assez particulier. C'est vrai que Tony et Ronnie ont joué ces matchs-là, mais là, c'est un match officiel. C'est un peu dur parce que d'habitude, quand je suis à Paris, c'est hors saison, c'est des vacances, c'est toute cette ambiance, beaucoup de médias, beaucoup d'excitation. Ça ressemble presque à une pause. Au bout du compte, nous avons un travail à faire qui est de gagner le match. Il suffit d'essayer de rester chanceux et de prendre soin de mon corps. On reste en France pour parler de football. Le PSG s'est qualifié pour la première finale de sa saison, celle de la Coupe de la Ligue, en s'imposant 3-0 à Reims. Une qualification peut-être normale, mais avec un gamin qui a marqué ce match, le Français d'origine ivoirienne, Tanguy Kouassi, 17 ans seulement et auteur d'un but, lequel, le 4 millième du PSG, d'où sa fierté. Vraiment, ma joie s'est ressentie sur le terrain après le but. J'ai crié, je l'ai bien fait voir, ma joie. Mon but, vraiment, il va rester dans ma mémoire. Je vais le raconter à tous mes amis.
Et je suis très heureux d'avoir marqué ce soir contre Reims. Mes coéquipiers m'ont mis directement dans le bain. Je suis rentré 20 minutes avant la fin et ça allait. On avait le ballon, ils ont été à 10 bien rapidement et on a su imposer notre jeu. Je suis très honoré. Et encore, je rentre dans l'histoire du club et ça me fait vraiment plaisir. Bonne suite de carrière. Tanguy Kouassi, à vous on se dit au revoir. Bien des choses à lui donc, Yacouba, et à vous, on se voit demain. Les habitants du village égyptien d'Emit Al-Haroum gagnent leur vie depuis des décennies en recyclant des vieux pneus pour en faire des paniers, des matériaux pour paysagistes et des carburants alternatifs. Arzouma Compaoré nous en dit plus. Tôt le matin, des travailleurs couverts de suie et de poussière affûtent leurs couteaux pour couper d'énormes pneus empilés aux abords des routes du village. Ici, dans ce petit village du delta du Nil, à quelques 70 km au nord du Caire, tout le village travaille au recyclage des pneus endommagés. Le village a la réputation d'être le principal centre de recyclage de caoutchouc en Égypte. Nous obtenons des pneus de voitures usagées qui sont jetés dans les poubelles. Certains concessionnaires nous les apportent, je les coupe en deux, puis mes collègues divisent les couches intérieures à l'aide d'un treuil, les transformant en paniers en caoutchouc. Dans son atelier, Mustapha Azab, 43 ans, fabrique des paniers en pneus de camions, de tracteurs et de véhicules industriels. Son atelier n'a qu'une poignée d'ouvriers, mais traite jusqu'à 10 pneus par jour, produisant entre 80 et 120 paniers. C'est ici que nous les coupons en petits morceaux ou en anneaux et retirons le matériau intérieur. Si le pneu a été détruit, nous le réparons avec un morceau. À 70 livres égyptiennes le pneu, soit 4 $ américains, c'est un travail épuisant qui cause des maladies. Mais en l'absence d'une occupation plus stable, pour beaucoup, c'est la seule source de revenus. La plupart des travailleurs ici souffrent du syndrome du canal carpien, car tout notre travail repose sur l'utilisation des mains. Le caoutchouc des pneus est également utilisé comme source d'énergie, notamment dans les cimenteries où il est transformé en mazout de qualité inférieure. Aujourd'hui, le recyclage de pneus est un métier devenu instable, en particulier depuis le soulèvement de 2011 qui a renversé le dictateur Hosni Moubarak et déclenché des années de troubles politiques et économiques en Égypte. Parlons de mode à présent et précisément de Jean-Paul Gaultier qui a fait ses adieux mercredi dans un style typiquement tumultueux alors que les mannequins exécutaient des gabarits lors de son spectacle. Les musiciens chantaient et jouaient des instruments et le chanteur britannique Boy George a participé à une simulation de séquences funéraires. L'affable designer français qui cultive depuis longtemps une image d'enfant terrible du monde de la mode a annoncé la semaine dernière que le défilé serait son dernier après 50 ans dans l'entreprise. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à le préparer et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée à l'écoute des programmes de VO Afrique. Un clin d'œil à nos amis de STV au Cameroun. Bonsoir.